Alors, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Denis Tanguay, je suis directeur général de VO. Alors, bienvenue à ce webinaire sur les ajustements non routiniers dans Redscreen Expert version 8.01 en français, qui est une première pour VO et sûrement pas une dernière fois. Alors, aujourd'hui, nous avons deux présentateurs, Michel Parent et Kevin Bourque. Michel détient un baccalauréat de l'Université Laval et une maîtrise en génie mécanique de l'Université de Waterloo. En début de carrière, il a travaillé au laboratoire d'énergie solaire de l'Institut national de la recherche scientifique et ensuite au Centre de recherche industrielle du Québec. En 1996, il fonde le groupe Conseil Technosim, une firme spécialisée dans le domaine de l'efficacité énergétique. Technosim a des bureaux au Québec et en Ontario. M. Parent est spécialisé dans l'efficacité énergétique et l'utilisation de l'énergie dans les secteurs commercial, institutionnel et industriel. Il a développé et mis en œuvre de nombreux plans de mesures et vérifications conformes à la norme IPMVP au fil des années. Il a participé au développement original de Redscreen et enseigne le cours Certified Redscreen Expert. Michel est un agent de remise en service d'immeubles existants et a effectué la mise en service de plus d'1 million de mètres carrés de propriétés commerciales et institutionnelles à travers le Canada. Notre deuxième panéliste, Kevin Bourque, il est ingénieur principal à Redscreen International. Kevin Bourque fait partie de l'équipe de sensibilisation du logiciel de gestion de l'énergie propre Redscreen au Centre de recherche Canmet Énergie de Ressources naturelles Canada à Varennes, au Québec. Avant de se joindre à Ressources naturelles Canada, Kevin a travaillé comme consultant en énergie éolienne. Il travaille dans le domaine de l'industrie de l'énergie depuis plus de 20 ans. Kevin a étudié le génie à l'Université McGill et à l'Université de Calgary. Alors, avant de donner la parole à Michel, je vais juste vous indiquer si vous avez des questions pendant la présentation, je vous demanderai de les inscrire dans le volet questions, dans le panneau à la droite de votre écran. Donc, n'utilisez pas le chat, donc mettez les questions dans le question panel. Et donc, la présentation dure environ 1 heure. Il sera suivi d'une période de questions d'une 30aine de minutes. Alors, Michel, à toi la parole. Merci beaucoup, Denis. Merci à IVO de m'avoir demandé de faire la présentation et à Kevin de Redscreen d'être ici, ainsi qu'à toute son équipe qui nous offre beaucoup de support. Là. Tous ceux qui ont déjà utilisé Redscreen, vous savez que si vous avez des questions, que vous envoyez une question à Kevin, il est très rapide habituellement sur le retour. Donc aujourd'hui, on va présenter un survol de Redscreen pour que tout le monde soit conscient je dirais, des capacités de l'outil lui-même. Je ne prends pas comme hypothèse que tout le monde le connaît de fond en comble. Donc, on va quand même passer quelques minutes à voir ce que Redscreen peut offrir. Évidemment, par la suite, on va se concentrer sur le module de performance. Comme on va voir, c'est le module de performance qu'on utilise pour faire le mesurage et la vérification selon l'option C du PIMVR. Et évidemment, c'est à ce moment-là qu'on va voir les nouvelles fonctionnalités. Sur les ajustements non périodiques, parfois on les appelle non routiniers. Donc, si vous voyez non périodique, non routinier, c'est la même chose. Donc, petit aperçu rapide de Redscreen Expert pour être bien sûr que, comme je dis, que tout le monde est conscient des capacités de l'outil, comment il est structuré. Pour ceux d'entre vous qui le connaissent, évidemment, c'est quelque chose qui va être, vous allez être très familier avec. Donc, Redscreen, c'est vraiment une boîte à outils complète pour la gestion de l'énergie. Quand on utilise Redscreen, ben là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la page d'entrée de Redscreen. Évidemment, on a, je dirais, la logique qui est visée derrière le développement de Redscreen. C'est un outil complet où on débute par faire des analyses de comparaison. Je vais utiliser le terme anglais, là, le benchmarking. Donc, l'analyse comparative, ça serait l'étape 1, suivie par la suite d'une analyse plus approfondie de l'utilisation d'énergie de l'installation que vous analysez, qu'on appelle la faisabilité, où on peut évaluer des projets d'efficacité énergétique. Et
une fois qu'on a évalué nos projets d'efficacité énergétique, à même RedScreen, RedScreen offre également un module financier pour faire l'analyse, évidemment, des coûts, des bénéfices, les indicateurs financiers. On peut faire également des analyses de risque. Ça peut être de type Monte Carlo. Donc, on peut évaluer nos projets et, si tout va bien, on implante ces projets-là et c'est à ce moment-là que je dirais le quatrième module de RedScreen entre en jeu. C'est lui où on va vraiment se concentrer aujourd'hui. C'est le module de performance où on va faire le suivi. Donc, c'est pour ça, cette roue-là montre un peu là, la logique de développement. Je vais passer rapidement à travers les différentes icônes que vous voyez là, mais il faut toujours penser que c'est un outil qui est vraiment assez facile d'utilisation, il est convivial, il remplace de multiples chiffriers que vous pourriez utiliser autrement. C'est quelque chose qui va au-delà de ce qu'on va voir aujourd'hui, bien évidemment. Le type d'analyse ou de fonctionnalité qu'on va faire dans RedScreen, comme je l'ai mentionné, il y a une analyse comparative de benchmarking. Il y a un onglet spécifique pour ce type d'analyse-là. L'analyse de faisabilité, c'est la modélisation du bâtiment ou de la centrale d'énergie ou ça peut être des véhicules routiers. C'est vraiment là où on fait les analyses de mesures d'efficacité énergétique qu'on veut implanter, qu'on veut quantifier. C'est le module faisabilité qu'on ne va pas couvrir aujourd'hui, évidemment, là, mais qui est important de savoir qu'il est là. Et par la suite, il y a le module performance qu'on va voir beaucoup plus en détail. Et finalement, si vous avez un portefeuille de plusieurs bâtiments et vous pouvez créer des RedScreen pour chacun de ces bâtiments-là et par la suite les regrouper dans un portefeuille. Et si vous allez voir, il y a des onglets avec la petite valise. C'est toujours pour les analyses d'un parc de bâtiments ou un parc d'installations qui peut être fait à même RedScreen où il va aller recueillir finalement l'information de tous vos RedScreen individuels pour pouvoir vous montrer le portrait global de l'ensemble de vos bâtiments. Il y a un élément qui est très intéressant, j'ai sauté par-dessus parce que je voulais y revenir à la fin, c'est l'analyseur d'énergie virtuelle, ce qui est l'équivalent d'un wizard. Donc, l'analyseur d'énergie virtuelle vous permet de créer en 1 ou 2 clics de la souris un bâtiment prototype ou une installation prototype que vous pouvez adapter à votre vrai bâtiment ou vous pouvez l'utiliser tel quel pour faire des analyses de mesures pour voir est-ce que cette mesure d'efficacité énergétique-là donnerait des résultats intéressants à partir de ce bâtiment prototype-là que vous pouvez, après ça, aller situer, localiser n'importe où dans le monde. C'est vraiment très simple dans RedScreen de prendre un bâtiment, de le tester à différents endroits pour voir l'impact du climat local sur les mesures que vous évaluez. Donc, l'analyseur d'énergie virtuelle, c'est un outil qui peut être très pratique lorsqu'on fait, soit qu'on veut monter un bâtiment, mais on ne veut pas partir de zéro, ou encore on veut faire des tests sur des mesures prototypes et on le met dans notre bâtiment prototype à partir de l'analyseur d'énergie virtuelle. C'est très, très rapide. Évidemment, à même RedScreen, vous pouvez évaluer plusieurs types de projets, que ce soit des centrales de production d'énergie, d'électricité, de chaleur, de chaud-froid, de la cogénération. Puis par la suite, peu importe le type d'installation, que ce soit industriel, commercial, résidentiel, agricole, vous allez vraiment avoir une très grande variété de projets qui peuvent être modélisés et évalués, incluant, si vous avez une flotte de véhicules, vous pouvez également inclure les transports. Il y a une option pour aller inclure les transports dans les différents projets qui sont pris en charge par RedScreen. L'autre chose qui est vraiment intéressante à savoir dans RedScreen, c'est qu'il y a beaucoup de bases de données qui sont disponibles. Aujourd'hui, on va faire usage d'une base de données en particulier, celle des données météorologiques de la NASA. Mais lorsque vous faites des analyses de produits ou par exemple, je parlais de véhicules routiers. Il y a une base de données où vous allez avoir plein de différents véhicules routiers selon différents fabricants, différentes années. Il va vous donner la performance du véhicule, donc il va vous permettre de, je dirais, définir les paramètres. Là, je donne un exemple pour les véhicules routiers, mais il y a des banques de données de produits pour plusieurs choses très, très utiles lorsqu'on monte
une simulation de notre bâtiment. Il y a des données climatiques qui sont disponibles. Il y a une distinction à faire entre données climatiques et données météorologiques. Les données climatiques servent à l'évaluation au niveau de la simulation du bâtiment en module faisabilité. Les données météorologiques sont des données qui vont correspondre aux données réelles de consommation qu'on utilise en module performance. Ce qui est vraiment génial avec les données météorologiques de la NASA, c'est que vous pouvez aller chercher des données journalières ou heure par heure, n'importe où dans le monde, à partir de la base de données NASA. Kevin pourra peut-être vous donner plus de détails en fin de la présentation sur cet utilitaire-là. C'est très pratique. Je m'en sers pratiquement quotidiennement de cet outil-là. Il y a d'autres bases de données sur les coûts, sur des données hydrologiques, des données de comparaison, de benchmarking, si vous voulez pouvoir comparer. Il y a plusieurs bases de données qui sont intégrées à même RedScreen. Donc, c'est plusieurs je dirais des utilitaires qui vont vraiment faciliter votre travail lorsque vous utilisez RedScreen dans la boucle complète que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais là, on va aller dans le vif de notre sujet, c'est l'analyse de performance. On va regarder l'option C de mesurage et vérification. Et évidemment, pour l'option C, on va devoir traiter les données de consommation avec les données météorologiques et on va pouvoir voir comment tout ça s'intègre en incluant les ajustements non périodiques. Lorsqu'on fait une analyse de performance dans RedScreen, il y a plusieurs options qui sont encore là disponibles. Vous voyez à l'écran certains des outils, certaines des fonctionnalités qui sont disponibles. La plus importante, c'est celle de l'analyse de régression. Et aujourd'hui, on va s'en servir. Plusieurs d'entre vous la connaissent probablement. Vous pouvez faire plusieurs types de régression dans RedScreen au niveau du module de performance. La plus fréquente, c'est l'analyse de régression linéaire, soit à une ou à plusieurs variables. Mais il y a d'autres options de régression qui sont disponibles. Et à partir de la version 8.1 que nous voyons maintenant, vous pouvez maintenant faire des ajustements non périodiques qu'on va voir en plus de détails. Et l'autre qui est vraiment très utile, si vous ne le connaissez pas, vous allez le voir aujourd'hui, mais c'est vraiment très utile, c'est les graphiques de type QSUM, de somme cumulée des économies d'énergie ou de la hausse de consommation. Et quand on fait une analyse de régression, ça va presque indéniablement conjointement avec une analyse QSUM. Par la suite, il y a d'autres types de rapports, de graphiques qui sont disponibles, des graphiques de mesure et vérification, des graphiques de ciblage lorsque vous voulez établir des cibles. Donc, différents rapports personnalisés qui sont disponibles. Ça, vous pouvez naviguer dans RedScreen pour les voir, mais aujourd'hui, on va vraiment aller beaucoup dans l'analyse de régression et les graphiques QSUM, évidemment, avec également certains graphiques de mesurage et de vérification, de mesure et vérification. Ce qui est très pratique dans RedScreen au niveau de l'analyse de performance, c'est que surtout maintenant qu'on peut faire les ajustements non périodiques à même RedScreen, ça l'évite de faire appel bien souvent à des fichiers externes de calcul pour faire nos analyses, entre autres pour la régression. C'est beaucoup plus rapide à faire dans RedScreen. Il prend en charge les options essentielles de mesurage et vérification du PMVR. Et comme j'ai dit, il y a plusieurs sources de données qui sont déjà intégrées. La plus pratique en termes de performance, ce sont les données météorologiques qui peuvent être importées directement. Ça, c'est vraiment génial. Donc, notre emphase aujourd'hui est sur l'option C, comme on voit ici, bien que vous devez être conscient que RedScreen peut traiter d'autres options A, B et D. Je ne vais pas m'attarder sur les autres options, mais si vous voulez avoir plus d'informations sur les autres options, parce qu'aujourd'hui, on va vraiment couvrir la C, bien, il y a des webinaires qui sont disponibles. Vous pouvez aller également sur le canal YouTube de RedScreen. Ils offrent beaucoup de petits clips, des fois de 1 ou 2 minutes. Parfois, ils sont beaucoup plus longs pour démontrer les différentes fonctionnalités de RedScreen. Donc, si vous avez besoin d'informations sur des aspects qui ne sont pas couverts aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de ressources maintenant qui sont disponibles, soit sur le canal YouTube de RedScreen ou sur les liens IVO que vous voyez maintenant à l'écran.
Maintenant, au niveau de la méthodologie, lorsqu'on veut faire l'option C dans RedScreen, c'est toujours la même méthodologie qui s'applique. C'est relativement simple. Première chose à faire, c'est d'assembler les données. Donc, on veut évidemment recueillir nos données de consommation pour toutes les sources d'énergie qui sont visées. C'est la première chose à faire. Par la suite, on doit également recueillir les données sur les variables d'influence, les variables indépendantes. Dans RedScreen, ils vont nous offrir évidemment les données météorologiques. Donc, on va pouvoir tenir compte de l'aléa climatique à même RedScreen sans avoir à les recueillir, bien que c'est possible de les recueillir. Si vous décidez d'utiliser une station météorologique terrestre qui est près de chez vous et que vous avez accès à ces données-là, c'est relativement simple également de les importer au lieu d'utiliser les données météorologiques de la NASA. Mais par la suite, vous devez également recueillir toute autre variable indépendante que vous voulez utiliser dans votre analyse de régression, ce qui veut dire, par exemple, des données de production dans le secteur industriel. Ça peut être des données d'occupation, si c'est un bâtiment commercial où l'occupation est un facteur d'influence jugé essentiel. Vous devez regrouper ça. Habituellement, on traduit ça dans un fichier Excel qui va être importé par RedScreen, qui a une fonction d'importation qui est vraiment très flexible, en autant que vous avez un fichier Excel qui contient les dates auxquelles les mesures sont prises, ainsi que les données. On va voir, ça s'importe assez facilement. Une fois que vous avez importé ces données-là, vous allez évidemment établir une régression. Donc, c'est le modèle qu'on va définir. Et là aussi, RedScreen vous offre beaucoup de fonctionnalités pour juger de la qualité de la régression. Les paramètres statistiques sont facilement disponibles. Il y a des méthodes pour optimiser, par exemple, les points d'équilibre pour les degrés jours de chauffage, les degrés jours de refroidissement, qui sont des facteurs d'influence très communs dans les modèles. Donc, c'est la deuxième étape. Lorsqu'on a fait cette étape-là, que notre régression est établie, que notre modèle est valide, on va créer un graphique de type QSUM, donc le cumul des écarts, et ça va nous permettre de constater justement la performance de notre bâtiment. Le petit graphique qu'on voit ici en arrière-plan, on voit un graphique QSUM avec une courbe qui descend, qui est très positif pour un gestionnaire énergétique, ce qui veut dire que la consommation du bâtiment est en baisse par rapport à la période de référence. Là, je vais assez rapidement à travers ça, mais on va le voir lors des différents exemples pour les ajustements non routiniers, comment tout ça est établi. Et par la suite, lorsque vous avez établi votre QSUM, vous pouvez maintenant créer un graphique de mesure et vérification dans lequel vous allez avoir le modèle qui prédit ce qui aurait été la consommation sans vos mesures, avec la ligne verte en dessous qui est les consommations réelles, l'écart entre les deux étant évidemment les économies attribuables au projet, si on considère un projet d'efficacité énergétique. Et RedScreen vous permet d'aller automatiquement aller chercher le cumul. Donc, ici, on peut définir les dates pour lesquelles on veut aller chercher le cumul des économies d'énergie. Donc, ça, c'est l'approche de base dans RedScreen pour faire une option C. Mais évidemment, lorsque vous faites une option C, on peut avoir des ajustements non routiniers parce que tout ce qu'on fait ici, ce sont des ajustements routiniers avec notre modèle, donc des ajustements périodiques dus à des facteurs d'influence qu'on mesure. Mais il va y avoir d'autres facteurs d'influence qui sont non routiniers, non périodiques, pour lesquels on doit ajuster, et c'est là que RedScreen maintenant inclut ces nouvelles fonctionnalités-là d'ajustement non périodique. Les ajustements non périodiques que vous allez retrouver dans RedScreen sont dérivés du document que vous voyez à l'écran, qui est un document de EVO sur les ajustements non périodiques. Il y a 10 méthodes qui ont été développées. Ce document-là, vous pouvez aller le télécharger à partir du site de EVO. Je dis simplement que vous créez un compte. C'est un document qui est gratuit. Il s'agit de vous créer un compte et vous allez avoir les méthodes qui sont disponibles pour faire les ajustements non routiniers. Dans la présentation des cas des exemples que je vais vous montrer, j'indique
quelle méthode est utilisée par rapport aux 10 méthodes qui sont présentées dans ce document-là. Donc, les méthodes qu'on va voir sont les suivantes. On va voir une méthode d'ajustement de la charge de base. Donc, la charge de base, c'est s'il y a une consommation accrue pendant un mois ou pendant même une période plus prolongée, on peut faire un ajustement selon à vrai dire, selon 3 méthodes. On va en voir 2 des 3, la troisième étant relativement simple, où on calcule quel est l'ajustement qui doit être fait à partir de quelle période, et ça va maintenant être intégré dans l'analyse QSUM, dans l'analyse de mesure et vérification de RedScreen. L'autre méthode qu'on va voir, c'est un ajustement des coefficients pour une période donnée. Puis là, on parle des coefficients de la régression. Donc, vous avez une régression, prenons le cas le plus simple, qui est une régression linéaire à une seule variable, A plus BX. Bien, l'ajustement des coefficients, vous pourriez décider vous-même quelle va être la valeur du A et du B, mais on va voir, il y a une façon plus facile de le faire avec une régression secondaire qui peut être établie par RedScreen, qui va par la suite nous permettre de faire un ajustement de ces coefficients-là automatiquement pour tenir compte de facteurs tels l'agrandissement d'un bâtiment pendant la période de suivi. Donc, on peut tenir compte de cet ajustement-là avec une régression secondaire. L'autre méthode qui est vraiment très utile, spécifiquement en période de COVID, et on va voir qu'il y a eu une publication de EVO sur cette approche-là, c'est l'utilisation d'un mini-modèle. Le mini-modèle va servir à ajuster pour une période où il y a eu une modification importante non reliée à votre projet, comme par exemple un taux d'absentéisme très élevé des bâtiments dû à la pandémie. Donc, il y a une méthode maintenant qui est disponible dans RedScreen pour construire un modèle statistique qui va permettre d'ajuster pour ce comportement-là différent du bâtiment. Donc, ça, c'est la troisième méthode qu'on va voir. Il y a une autre une autre option qui est disponible, c'est le fusionnement de régression pour des périodes spécifiques. Si, par exemple, vous ajoutez un usage qui n'était pas dans votre bâtiment initialement, comme du refroidissement mécanique, et vous avez une période de référence qui était seulement avec du chauffage, vous avez une période de suivi où il y a du refroidissement mécanique qui s'ajoute, il y a une méthode pour faire un fusionnement des régressions qui nous permet de tenir compte de cet ajout-là d'un nouvel usage. Il y a 2 autres méthodes beaucoup plus avancées qu'on ne va pas vraiment aller en détail. C'est bon de savoir qu'ils sont là. On pourra vous montrer les exemples si le temps le permet, mais c'est l'extrapolation rétrospective. C'est lorsque vos données de consommation sur la période de référence ne sont pas valides, ne donnent pas une régression ou un modèle statistique valide. Vous pouvez prendre la période de suivi pour établir votre régression et par la suite aller à l'inverse de ce qu'on fait normalement, donc de faire une extrapolation rétrospective pour obtenir vos économies attribuables à un projet. La dernière méthode qui est aussi plus complexe, c'est le chaînage. L'exemple typique qu'on a, c'est si par exemple, on a une période de référence avec un taux de production relativement faible, mais malheureusement, pendant la période de suivi, il y a un accroissement du taux de production. Votre régression pour la période de référence peut ne pas être valide dû au fait que les variables indépendantes sont trop loin en période de référence de ce que vous retrouvez en période de suivi. Donc, ce n'est pas valide d'appliquer la régression qui est retrouvée pendant la période de référence et de l'appliquer à la période de suivi parce que les taux de production sont trop différents. Mais vous pouvez faire un chaînage, vous allez aller chercher une période intermédiaire où il va y avoir justement suffisamment de hausse de production pour rendre la régression valide pour tant la période de suivi que la période de référence. Et là, il y a dans RedScreen, on utilise les techniques statistiques pour faire une correction à la période de référence à partir de cette période intermédiaire-là et également faire la correction pour la période de suivi, ce qui permet avec ce chaînage-là d'aller établir une référence valide, même si initialement, avec la référence initiale,
notre variable indépendante rendait la régression non valide. Donc, ça, c'est la méthode de chaînage. Comme je dis, l'extrapolation rétrospective, chaînage, c'est deux méthodes plus avancées. Red Screen les offre, mais ça demeure toujours à vous, en tant que, mettons, que vous êtes un agent de mesurage et vérification, de vous assurer que les périodes que vous sélectionnez, tant pour la rétrospective que le chaînage, sont valides. Donc, vous devez vous assurer que votre plan de MNV, votre méthode de MNV demeure valide, mais c'est bon de savoir que Red Screen vous offre ces options-là. Donc, comment est-ce qu'on procède dans Red Screen? Si vous voulez avoir une idée, puis aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on va faire, de comment procéder à des ajustements non routiniers selon les procédures que je viens de vous expliquer rapidement, bien, il y a dans Red Screen des études de cas qui sont disponibles. Donc, on peut aller, puis je vais aller dans Red Screen immédiatement pour vous le montrer, on peut aller dans Red Screen puis aller chercher ces études de cas-là. Puis dans les études de cas, vous allez voir, il y a un lien en bleu qui est marqué modèle. Quand vous cliquez sur modèle, ça va vous emmener dans l'aide en ligne. Vous allez avoir tout un descriptif du cas qui est traité avec les données de base. Si vous vouliez partir de zéro et refaire tout le cas, vous pourriez le faire. Vous pouvez également double-cliquer sur l'étude de cas que vous voulez voir et là, vous allez avoir le résultat, la résultante. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, c'est vraiment très pratique. Si vous voulez vraiment approfondir vos connaissances, vous pouvez partir de zéro, juste aller cliquer sur modèle, ça va vous emmener dans l'aide en ligne et là, vous allez avoir les données brutes pour essayer de reproduire ce que finalement le fichier Red Screen qui est offert ici va vous montrer comme réponse. Le premier qu'on va faire, puis là, je vais vous montrer justement comment aller dans ces études de cas-là. Lorsque vous êtes dans Red Screen, et maintenant je suis dans Red Screen, je ne suis plus dans la présentation PowerPoint, évidemment, vous avez l'écran d'entrée. Vous allez voir au bas de l'écran d'entrée, dans le menu ici, vous avez études de cas et modèles. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus. Et là, vous allez avoir plusieurs, à vrai dire, par défaut, vous allez avoir toutes les études de cas. Il y en a vraiment plusieurs. Ça peut être pour de la faisabilité, de la performance. Donc, je ne veux pas avoir toutes les études de cas. Je veux seulement avoir les études de cas de type performance. Et là, ça va me montrer les études de cas de type performance et vous avez le type d'analyse et la description. Et vous allez voir, il y a plusieurs descriptifs ici qui sont des ajustements non routiniers. Et si vous cliquez sur le modèle, il va vous emmener, comme j'ai dit, dans l'aide en ligne avec les fichiers Excel qui fournissent les données brutes si vous voulez le reproduire. Mais ce qu'on va faire, on va plutôt aller directement dans la solution et je vais vous montrer comment un ajustement non routinier peut être effectué. Donc, je vais commencer par le premier, le plus simple, c'est un ajustement non routinier pour un événement qui survient seulement à un moment donné. Comme je vais vous montrer à l'écran, vous avez ici vous avez un laboratoire qui est le laboratoire de Canmet à Varennes où est développé Red Screen, ou en partie est développé Red Screen. Et il y a eu une intensification des activités de laboratoire. Donc, ça modifie la courbe, ça c'est une courbe Q-sum qui vous montre est-ce que le laboratoire, à partir de la fin de la période de référence, la ligne rouge indique toujours où votre période de référence se termine. On pouvait voir ici, il semblait y avoir une baisse, c'était pas majeur, mais il semblait y avoir une baisse, mais tout d'un coup, évidemment, il y a cet événement-là qui ne permet pas d'avoir un Q-sum valide. Donc, c'est un ajustement non routinier. Ça demeure toujours à vous de juger est-ce que c'est un ajustement non périodique, non routinier qui est valide à faire. Parfois, il peut arriver une hausse qui ne peut pas être corrigée parce que ce n'est pas une hausse qui est associée à quelque chose qui est externe à vos mesures d'économie d'énergie. Il faut toujours que l'ajustement non routinier soit valable. Ça demeure à vous de le juger. Dans ce cas-ci, c'est un ajustement non routinier qu'on juge valable. Donc, ce qu'on va faire, on va aller voir comment on fait ça dans Red Screen. Donc, dans Red Screen, on choisirait d'abord le lieu de l'installation. C'est très facile. En passant, vous cliquez sur le globe terrestre qui est soit ici ou soit là, et ça va vous emmener sur l'équivalent d'un Google Maps. Et vous allez juste indiquer à quel endroit dans le monde se trouve le bâtiment. Une fois que vous avez fait ça, il va aller chercher, il va vous permettre d'aller chercher les données météo associées à cet endroit-là. Si c'est des données de la NASA, ce sont toujours
une grille de 0,5 degrés par 0,5 degrés qui donne à peu près, je pense, 50 km par 50 km. Donc, il faut toujours savoir qu'on se retrouve dans le centre de cette grille-là lorsqu'on prend les données de la NASA. Puis c'est important de savoir qu'on a mis notre icône de bâtiment au bon endroit pour avoir les bonnes données météo. Une fois que vous avez choisi votre lieu, eh bien là, vous allez dans les données. Normalement, vous n'allez évidemment pas avoir aucune donnée. Vous allez créer un compte. Ça peut être un compte d'électricité. Vous allez créer autant de comptes d'énergie que vous avez de sources d'énergie. Si vous avez 8 compteurs d'énergie électrique, vous allez définir les 8 compteurs. Vous pouvez définir des sous-compteurs si vous voulez également les traiter séparément pour faire des analyses spécifiques sur une portion du bâtiment. Dans ce cas-ci, on voit qu'on a un compteur de consommation électrique. Ces données-là, ici, en consommation électrique, ont été importées d'un fichier Excel où les données avaient été saisies. On va voir, si on a le temps, plus tard ce matin, qu'on peut également se connecter à des serveurs pour aller chercher automatiquement des données de consommation. Et ici, vous voyez qu'il y a des degrés jours de climatisation et de chauffage. Ils ne sont pas là initialement. Ça, c'est des ajouts. Je vais vous montrer comment on les fait. Une fois que vous avez créé votre compte consommation électrique, vous avez importé vos données, vous allez créer un fichier météo. Et là, ici, il est déjà créé. Lorsque le fichier météo est créé, il va vous demander comment voulez-vous importer les données. Il va vous demander est-ce que c'est à partir d'un fichier Excel, manuel ou à partir de la NASA. Si vous dites à partir de la NASA, il va automatiquement se connecter sur le serveur de la NASA, aller chercher les données. Assurez-vous que les dates que vous spécifiez lorsque vous importez les données de la NASA couvrent la totalité de vos factures d'énergie. Lorsque ces données-là sont importées, vous allez maintenant créer les degrés jours de chauffage, les degrés jours de climatisation, parce qu'ils ne sont pas là par défaut, mais il y a un petit utilitaire en haut ici qui s'appelle degrés jours. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez choisir de créer les deux en même temps, degrés jours de chauffage et de climatisation. Vous n'avez pas à vous soucier des températures de référence parce que par la suite, on va les optimiser. Comme moi, ils sont déjà créés, je ne vais pas les recréer, mais une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir dans votre consommation, votre compteur, et cette fois-là, vous allez fusionner à partir du tableau de météo, vous allez fusionner les degrés jours de climatisation. Ici, il ne me permet pas de le faire parce que ça a déjà été fusionné. Donc, il va aller chercher les degrés jours de refroidissement, de climatisation et de chauffage à partir du tableau de météo, ce qui vous permet maintenant de faire l'analyse de régression. Dites-vous une chose, vous devez toujours avoir vos paramètres indépendants de préférence dans le tableau de consommation pour faire vos analyses. Donc, si j'avais de la production, souvent, je rajoute une colonne ici où j'aurais des données de production. Lorsque vous avez terminé de mettre tous vos paramètres indépendants, une très bonne pratique, c'est d'avoir un journal de suivi des événements. Si vous faites du mesurage et de la vérification, c'est quelque chose que vous aurez naturellement. Ça va indiquer dans ce journal des événements-là quels sont justement les événements non routiniers pour lesquels on devrait possiblement avoir à faire une correction. Donc, une fois ici, on a seulement un entrée dans notre journal, c'est l'intensification des activités de recherche et on voit que le début et la fin, les dates de début de fin ont été indiquées. Lorsque c'est terminé, vous avez maintenant toute votre information, vous passez à l'analyse. Ici, l'analyse est déjà complétée, mais je vais rapidement vous montrer comment on ferait l'analyse. Normalement, on dirait, je vais faire une analyse de régression qui va être mon modèle. Qu'est-ce que je veux modéliser? Je veux modéliser ma consommation électrique et je vais la modéliser par rapport à quels paramètres d'influence. Ça va être le chauffage et la climatisation. Et là, il a créé automatiquement une régression bilinéaire, donc à deux variables, pour laquelle mon R carré est seulement de 0,27, mais ça, c'est ce qu'on appelle la régression bout en bout. C'est vraiment complète, ça couvre toute la période, incluant la période pendant laquelle il y a eu une intensification des travaux de recherche, ce qui va probablement créer un problème au niveau de mon R carré, de la qualité de ma régression. Mais c'est une bonne pratique de toujours faire une régression complète
Et par la suite, lorsque votre régression complète est faite, vous faites un QSUM qui est également de bout en bout. Et quand vous faites cette analyse-là, vous pouvez voir à quel moment il y a eu un changement. Puis souvent, on va définir notre période de référence, à moins qu'elle soit définie contractuellement à une autre période. On va la définir avant ce changement brut-là. Donc, si par défaut, j'aurais pris le 31 mai 2020 comme étant la fin où ma période de référence se définirait. Donc, je reviendrai ici, je dirais à ma régression de se terminer là, j'ai oublié la date, là, je vais dire le 1er mai, puis je veux seulement avoir 1 an. Et vous voyez tout de suite, mon R carré s'améliore. Puis là, je n'ai pas encore optimisé. Puis là, si je regarde ma courbe QSUM, on voit que ma période de référence est beaucoup plus stable, autour de 0. Et là, on voit mon problème là, qui requiert un ajustement non routinier. Donc, ça, c'est la pratique pour arriver à faire notre régression, notre QSUM. Maintenant, on doit faire un ajustement non routinier. Je vais aller dans le solutionnaire. Eux, ce qu'ils ont choisi, c'est 2019 comme période de référence, probablement parce que c'était une opération stable. Ils ont un R carré de 0,93. Si on regarde le QSUM, il est très similaire à celui que je vous ai montré auparavant, bien que vous voyez la ligne rouge, leur période se termine ici. Mais là, on doit corriger pour cette hausse de recherche-là. Donc, ce qu'on va faire, on va aller créer une nouvelle régression. Puis la façon la plus simple de le faire, c'est d'aller sur la régression initiale et vous pouvez la dupliquer. Vous pouvez tout simplement faire dupliquer, il va créer une nouvelle régression. Mais là, vous voyez ici, il y a un petit triangle jaune avec le point d'exclamation. C'est parce qu'il y a un ajustement de la charge de base qui a été fait. Donc, ce qu'on a fait, on crée la régression. Elle va être identique, mais on va aller dans les options et on va demander de faire un ajustement non routinier de la charge de base. Et là, dans l'ajustement non routinier de la charge de base, il y a 3 méthodes. Je vous ai dit, on va couvrir 2 méthodes. La troisième, c'est mensuel. Mais la méthode 1, c'est de définir quel est l'ajustement journalier en kilowattheures par jour qui doit être effectué et pour quelle période. Vous dites du 1er août au 31 août, j'ai eu 800 kWh par jour où je dois faire un ajustement. Vous dites OK. Et là, l'ajustement non routinier est fait par RedScreen. Et là, je vais aller dans le QSUM. Et maintenant, vous voyez que le QSUM est corrigé. On n'a plus notre pénalité pour la période d'intensification des travaux de recherche. Donc, ça, c'est l'ajustement non routinier de la charge de base qui est similaire, je pense, à la méthode 10 du PMVR. Donc, c'est comme ça qu'on fait un ajustement non routinier de la charge de base. On pourrait également, puis là, il y a un autre exemple, on pourrait définir par la méthode 2, où cette fois-là, on connaît l'équipement qui est ajouté en kilowatts, on connaît ses heures d'opération, donc ça évite un calcul, on peut définir quelle est la charge, le nombre d'heures par jour, et puis on peut définir plusieurs équipements, on peut toujours rajouter plusieurs équipements pour des dates différentes. Le prochain exemple, c'est ça, ce qui nous permet de faire des ajustements non routiniers plus complexes en définissant avec la méthode 2, bien que la méthode 1, qu'on a vu tout à l'heure, permettrait également de rajouter autant de variables qu'on souhaiterait le faire. Donc, ça, c'est l'ajustement non routinier, ajustement de la charge de base pour un événement. Je vais vous montrer rapidement, sans aller dans le détail, l'autre ajustement de la charge de base. Là, c'est plus qu'un ajustement. On a des équipements qui sont rajoutés. Donc, je vais retourner voir cet exemple-là. Il y a des nouveaux équipements qui sont ajoutés dans un procédé industriel. Je ne vais pas sauvegarder, c'est des études de cas, je ne les sauvegarde pas. C'est très similaire à ce qu'on vient de voir. Vous faites votre régression, vous accumulez les données. Donc, on a notre consommation électrique qui est ici, degré jour de climatisation, degré jour de chauffage qui ont été dérivés des données météo. Donc, on n'a pas eu à lire ça. Ça a été automatiquement généré par les données de la NASA. On va dans notre analyse, on regarde notre régression de base. Normalement, vous feriez une régression bout à bout, comme on fait habituellement avec le QSUM pour identifier votre période de référence. Et là, si on regarde
le Q-Sum. Le Q-Sum, toujours très indicateur. On voit qu'on a une période de référence qui est relativement stable. D'ailleurs, la ligne rouge devrait probablement se retrouver au 30 novembre et non pas ici, parce qu'on voit que ça commence à baisser avant. Donc, ça, c'est habituellement un signe que notre référence devrait se terminer ici. Mais ici, on voit qu'il y a eu des ajouts d'équipements. Un système d'air comprimé a été ajouté à ce moment-là et des équipements de bureau. Donc, on pourrait copier, on pourrait faire un duplicata de cette régression-là, mais cette fois-là, on y ferait un ajustement non routinier. Vous voyez, ça a déjà été fait. Donc, je retournerai dans les options, ajustement non routinier, on ajuste la charge de base. Et cette fois-là, on utilisait la méthode 2 en définissant l'ajout des équipements en termes de kilowatts, donc la puissance installée additionnelle, les heures d'opération et les moments auxquels ça s'applique. Et on voit que la première addition se fait en septembre, alors que les autres additions se font en octobre. Et une fois que ça c'est fait, on peut retourner voir notre Q-Sum. Et cette fois-là, on peut voir qu'encore là, ce qu'on voyait tout à l'heure, qui résultant d'une hausse de consommation, a été corrigé et ça nous permet d'aller chercher les économies de notre projet sans avoir l'influence négative de ces ajouts d'équipements-là. Donc, c'est très similaire c'est encore là une méthode 10, très similaire à ce qu'on a fait précédemment, mais cette fois-là pour l'ajout de plusieurs équipements. Le prochain ajustement non routinier, qui est très pratique, comme je dis, il est différent vraiment de ce qu'on vient de faire là, c'est avec un mini-modèle. C'est documenté dans le newsletter de EVO, ce que vous voyez à l'écran. Donc, c'est la même, on va dire, c'est le même cas qu'on va voir, c'est la méthode 6 de EVO, sauf que dans ce que vous voyez à l'écran, dans l'étude de cas, ça avait été fait avec Excel. Maintenant que RedScreen le fait, ils auraient pu traiter cet ajustement non routinier-là dans Excel. C'est un cas où on a un édifice à bureau. Il y avait plusieurs mesures qui avaient été implantées, dont un recommissioning, modification à l'éclairage, ajout de contrôle. Et ce projet-là, que je prenais d'ailleurs, était sujet à des aides financières de la compagnie d'électricité qui étaient basées sur la performance, sur une option C. Mais évidemment, la compagnie d'électricité ne voulait pas subventionner l'absence de personnel au bureau dû à la COVID. Donc, on doit faire un ajustement. Cet ajustement-là exige de définir une période de référence initiale avant l'implantation des mesures. Par la suite, juste avant le changement d'occupation, donc dans ce cas-là, dû à la pandémie, on crée un autre modèle, une autre période de référence. Et là, cette référence-là nous permet d'ajuster pour les économies non justifiables pour l'aide financière. Donc, ça nous permet de corriger cette portion-là ici du Q-Sum. Donc, la façon qu'on procède, comme je dis, ça, c'est la méthode 6. Je vais vous montrer ça dans RedScreen. Je vais aller chercher ajustement non routinier pour COVID-19. Je ne vais pas sauvegarder. Donc, comme à l'habitude maintenant, vous voyez qu'on a nos données, consommation électrique, données météo. On a un journal des événements qui, cette fois-là, comporte plus qu'une inscription. Il y a 4 inscriptions. Et on va faire notre analyse. L'analyse, comme toujours, on fait notre régression de base. Notre régression est basée sur les degrés jours de refroidissement, cooling degree days. Donc, si on regarde notre régression, on voit qu'on a un R carré de 0.8535. Il y a les autres indicateurs statistiques sont là. On voit qu'il y a le T-ratio du B est de 64.5, qui est quand même très bon. Notre coefficient de variation d'erreur quadratique moyenne, 0.0435 est également très bon. Donc, on a une régression qui est valide. Et là, on va créer une deuxième régression. Si on regarde le Q-Sum de cette régression-là, ça va nous donner les économies pour toute cette période-là, mais on ne peut pas la considérer passer cette date-là due à la COVID. Donc, on va créer une nouvelle régression. C'est vraiment de recréer un nouveau baseline, mais cette fois-là, cette régression-là va couvrir une période d'1 an, mais qui se termine avant la COVID. Donc, on va avoir notre régression qui va débuter, qui va se terminer juste ici, puis qui va reculer de 12 mois. Et maintenant, on va pouvoir
corriger à partir de cette régression-là. Je vais vous montrer le Q-sum ça, c'est le Q-sum de la deuxième régression. Ça, c'est les économies dues à la COVID, parce que maintenant, on a une régression ici qui est basée sur la période pré-COVID. Ça, c'est des économies non justifiables pour l'aide financière. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va corriger, si vous avez encore le triangle ici, on va corriger la régression de base avec ce mini-modèle-là. Donc, on va aller voir comment on fait ça. On va dans ce ajustement non routinier. C'est encore un ajustement de la charge de base, mais cette fois-là, le calcul serait trop complexe ou trop long pour nous. Donc, ce qu'on va faire, on va dire à Red Screen, vous allez voir, ici, vous allez voir une option, c'est marqué « Ajuster avec un mini-modèle ». Vous cliquez sur « Ajuster avec mini-modèle ». Il y a un menu déroulant. Vous dites quel mini-modèle, quelle régression je dois utiliser pour faire l'ajustement. Vous le sélectionnez et là, vous avez collé. Quand vous cliquez sur coller, il va venir pour toute la période. En passant, il y avait la période qui était définie à partir de quel moment ce mini-modèle-là s'applique. Il va venir établir c'est quoi l'ajustement pour chacune des périodes automatiquement. Donc, en cliquant sur le bouton vert, à partir du 1er mars 2020, il va apporter l'ajustement de la charge de base automatiquement calculé par Red Screen. Et là, ce qu'on va voir, c'est si on va dans le Q-sum, vous allez voir qu'on a notre réduction. Et avant, ici, on avait une baisse trop abrupte due à la COVID, mais maintenant, avec l'ajustement non routinier calculé automatiquement à partir de notre mini-modèle, on n'a plus cette réduction injustifiée-là. Donc, ça permet d'aller projeter les économies qui auraient été obtenues sans la présence de la COVID. Donc, ça, c'est l'ajustement de type 6, ajustement basé sur un mini-modèle. Je vais vous montrer le prochain, qui est un ajustement qu'on va faire avec, je suis encore sur le mini-modèle, excusez-moi, avec l'utilisation d'une régression secondaire. C'est lorsqu'on a, par exemple, un agrandissement d'un bâtiment. Donc, ça va être la méthode 2 des ajustements non routiniers du PMVR. Donc, je vais, comme à l'habitude, retourner dans Red Screen et je vais aller chercher l'augmentation de la taille de l'installation. Donc, c'est un édifice à bureau. Le bâtiment s'est agrandi, donc notre régression de la période de référence n'est plus valide due à l'agrandissement. Comme à l'habitude, vous êtes habitués maintenant, on a nos données de consommation. Dans ce cas-là, une chose qui est importante de voir, vous aviez un compteur spécifique pour le nouveau bâtiment. Des fois, ce n'est pas présent, ce qui n'empêche pas à Red Screen de faire la même analyse. Dans ce cas-là, il y avait vraiment un sous-compteur pour le nouveau bâtiment, donc c'est important de le savoir. Lorsqu'on fait l'analyse, nous avons notre régression de base. Notre régression de base, là, elle est faite pour la période de référence, mais vous allez voir que, évidemment, ce bâtiment-là, lorsqu'on fait l'analyse avec notre période de référence avant l'agrandissement, bien, ça démontre une hausse de consommation. Mais ça ne veut pas dire une réduction de la performance du bâtiment parce que par un malencontreux hasard, le bâtiment s'est agrandi au même moment que notre période de référence se terminait. Ce qui veut dire que notre période de suivi voit une hausse qui est pas valide. Donc, ce qu'on doit faire, c'est créer une seconde régression. Cette seconde régression-là va être établie pour la période où se trouve justement la climatisation. Donc, on va terminer notre période de référence de la seconde régression le plus loin qu'on peut ici. Donc, ça serait au 31 décembre 2020. On va créer une régression qui va être maintenant, qui va inclure l'agrandissement. Et là, on peut créer un ajustement. Cet ajustement-là, c'est un ajustement des paramètres de l'équation de régression de base. Donc, on a maintenant une équation pour notre période de référence avant agrandissement. On a une régression pour la période avec l'agrandissement. Maintenant, vous allez créer une troisième régression que vous pouvez faire un duplicata de la première, mais vous allez faire un ajustement non routinier des coefficients. Et là, vous allez voir, vous pourriez entrer vous-même les coefficients. Vous devriez justifier pourquoi vous rentrez ces coefficients-là. Ce n'est pas la pratique normale. La pratique normale, c'est de dire
J'ai créé une nouvelle régression pour le nouveau bâtiment. Cette nouvelle régression-là, ça va être un ajout de consommation par rapport à mon bâtiment existant. Donc, lorsque vous créez ça, vous sélectionnez Ajout, ça pourrait être remplacé. Si vous n'aviez pas eu un compteur séparé, ça pourrait être remplacé. Donc, je vais faire Ajouter. Et là, vous cliquez, c'est important, là, cliquez sur le petit icône vert ici. Et là, il va lui-même faire les ajustements au coefficient. Et lorsque vous faites OK, il va maintenant avoir une régression qui va s'appliquer. Il va appliquer les changements de coefficient au moment où ça a été spécifié. J'ai oublié de vous mentionner qu'on spécifiait le moment, ce qui permet maintenant de faire une projection de la performance du bâtiment en tenant compte de l'agrandissement. Donc, au lieu d'avoir la pénalité due à l'agrandissement a été cancellé, dans un certain sens, et les économies qui sont attribuables à des travaux que vous auriez fait d'amélioration sur la partie existante, mais maintenant sont visibles à travers du QSUM. Donc, on peut faire des ajustements sur les coefficients. Habituellement, vous le faites à partir d'une régression que vous avez vous-même créée qui va tenir compte d'une modification au bâtiment qui change son comportement, mais qui n'a rien à voir avec vos mesures. Ça, c'est la méthode 2. Il me reste encore 8 minutes. Je vais vous montrer la prochaine, qui est également très utile. C'est un peu similaire à ce qu'on vient de voir. Vous avez une modification à votre bâtiment. Dans le cas qu'on vient de voir, on modifiait les coefficients. La raison qu'on pouvait modifier les coefficients, c'est que notre équation de régression de base n'avait pas changé. C'était une régression à 2 variables, donc degré-jour de chauffage, degré-jour de refroidissement. Le bâtiment qui s'est ajouté était également chauffage-refroidissement. On pouvait donc modifier les coefficients. Mais prenons par exemple un cas où il se rajoute un nouvel usage. Donc, il se rajoute une variable indépendante. On va ajouter du refroidissement mécanique. Donc, pendant une certaine période de temps, pendant notre période de référence, il n'y a pas de refroidissement mécanique. On voit que ça, c'est la période d'hiver, la période d'été. On voit qu'il n'y a aucune hausse de consommation. Mais par la suite, sur la période d'été, on voit qu'il y a une hausse de consommation. Donc, la régression, le modèle statistique qui a été établi pendant notre période de référence n'est plus applicable pour la période de suivi. On doit maintenant faire cet ajustement-là qui va demander, on ne peut pas ajuster seulement les coefficients parce que la période de référence a seulement des degrés-jours de chauffage. La période de suivi va avoir des degrés-jours de chauffage et de refroidissement. Donc, la méthode précédente où on va ajouter des coefficients n'est pas applicable. Donc, on doit faire une fusion des régressions. Donc, je vais retourner dans les études de cas. Et vous voyez, il y a un cas qui s'appelle « Ajout d'un système de climatisation ». Donc, je vais cliquer sur ça. Je ne vais pas sauvegarder mes changements. Et comme à l'habitude, je vais jeter un coup d'œil sur mes données. Donc, ma consommation électrique, on voit que j'ai mon électricité et j'ai les deux variables, degré-jour de climatisation, degré-jour de chauffage. Évidemment, pendant la période de référence, il n'y avait pas de refroidissement mécanique, il n'y avait pas de climatisation. Donc, cette variable-là ne va pas servir pour la période de référence, uniquement celle-ci, mais par la suite, elle va devoir servir. Donc, vous devez avoir les deux. Évidemment, vous avez votre journal des événements, toujours très utile pour pouvoir savoir, lorsqu'on regarde la courbe QSUM, à quel moment se produisent les changements. Donc, ce que vous feriez, vous créez une première régression qui est déjà ici, qui est une régression qui est seulement sur une variable, ce sont les degrés-jours de chauffage. Alors, une chose que je ne vous ai pas montré, ou que je vais faire maintenant, lorsque vous avez des degrés-jours de chauffage, degrés-jours de refroidissement, je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de vous soucier du point d'équilibre, du point de balance. Là. Vous pouvez aller dans les options et demander à RedSpring d'optimiser le point d'équilibre, la température de référence pour vos degrés-jours. Vous n'avez qu'à faire calculer. Et là, il va automatiquement tester plusieurs températures de référence, trouver celle qui donne la meilleure corrélation statistique. Si elle a du bon sens, physiquement, vous pouvez la sélectionner et ça va optimiser votre R carré.
Et automatiquement, les degrés jours de chauffage vont être calculés pour ce point d'équilibre-là. On peut faire la même chose en refroidissement. C'est pour ça, lorsqu'on crée initialement les degrés jours de chauffage et de refroidissement dans RedScreen, on n'a pas vraiment à se soucier des températures de référence qu'on utilise pour les créer initialement parce qu'on vient les réoptimiser ici. Donc, vous voyez ici, on a un R carré qui est très bon. Donc, ça, c'est notre régression de base pour le bâtiment avant l'ajout de refroidissement mécanique. Si on crée le diagramme QSUM, on peut clairement voir qu'il y a un ajout qui a été fait ici. D'ailleurs, c'est pour ça que le journal des événements est très utile. Si jamais vous en créez un, puis vous ne voyez pas vos événements sur votre graphique QSUM, c'est tout simplement que vous devez aller dans les options et faire afficher vos événements sur le graphique. Donc, c'est comme ça qu'on peut les voir. Donc là, on sait qu'on a du refroidissement qui a été rajouté. On doit créer une nouvelle régression, un nouveau modèle statistique qui va inclure cette variable indépendante-là. Donc, ce qui a été fait, vous pourriez venir ici, faire analyse par régression et cette fois-là, choisir les deux variables indépendantes. Vous créez votre régression. La régression que vous voyez a été créée auparavant, évidemment. Vous avez un R carré de 0.9661. Vous auriez fait l'optimisation de vos degrés jours de refroidissement, degrés jours de chauffage, et vous obtenez donc une seconde régression. On peut maintenant voir la courbe QSUM. Elle n'est pas parfaite, mais c'est les seules données qui sont disponibles. Donc, cette courbe-là devient le modèle pour le bâtiment avec refroidissement. Maintenant, vous devez les fusionner et non pas modifier. Donc, ça, c'est vraiment différent. Vous n'allez pas aller dans Options. C'est pas dans ça se retrouve pas dans ça se retrouve pas dans le module des ajustements non routiniers. Ce que vous devez faire, vous devez recréer une autre régression. Vous allez cliquer sur fusionner les régressions. Celle-ci a déjà été faite ici. Avec ce que je vais vous montrer, c'est comment ils l'ont fait. Si vous allez sur la régression fusionner et vous cliquez sur le bouton de droite de la souris, vous pouvez formater les régressions qui ont été fusionnées, ce qui vous permet de voir comment elles ont été fusionnées. Donc, ce qu'on mentionne ici, c'est que la première régression s'applique jusqu'à quelle date? Ça peut aller au-delà dans la période de référence. Vous avez une première régression qui a été faite pour une période de référence. Elle peut s'appliquer pour plusieurs mois par la suite. Vous dites jusqu'à quelle période cette régression-là s'applique. Par la suite, vous allez ajouter une autre régression qui débute à quelle date et qui, dans ce cas-là, ne se termine jamais, va poursuivre toujours. C'est comme ça que vous créez votre régression fusionnée. Et là, je vais vous montrer le graphique QSUM. Et cette fois-là, au lieu de démontrer une hausse due à la climatisation, à l'ajout de la climatisation, on voit une courbe QSUM, je dirais, qui est presque aléatoire d'un certain sens. Ce n'est pas des variations constantes, mais il n'y a pas de hausse attribuable à la climatisation parce qu'on a fait la correction à partir de notre seconde régression. Donc, ça, c'est la méthode de fusionnement des régressions. C'est très utile lorsque le nombre de paramètres indépendants est modifié. Donc, vous ne pouvez pas modifier seulement les coefficients. Il y a un autre exemple qui a encore là la même méthode, la méthode 7. Vu qu'il est déjà 10h30, je n'irai pas l'ouvrir. S'il y a des questions, on pourra y aller, mais je vais quand même vous donner juste un sommaire. C'est la même chose. C'est un autre exemple de fusionnement des régressions, mais dans ce cas-là, au lieu d'avoir seulement deux régressions, on a encore deux régressions, je dois corriger, là, mais on applique la première régression de nouveau sur une période qui est plus tard. Donc, on commence à avoir une première régression pour une période de production d'un produit A. Donc, on a une période de référence ici, c'est le produit A, c'est une usine. Par la suite, l'usine change de production, va sur un produit B. On va définir une autre régression qui va couvrir 12 mois ici, mais qui va s'étendre jusqu'ici. Et à partir de cette date-là, quand on fait la fusion, on dit à RedScreen, maintenant, à partir de cette date-là, tu vas retourner à la première régression qui était la régression pour le produit A. Donc, ça vous permet d'avoir un QSUM
qui ne va pas être déformé par la présence de deux types de production parce que vous allez avoir un modèle statistique pour chaque produit, puis ils peuvent être fusionnés pour plusieurs périodes de temps. Donc, les fusions de régression, c'est la méthode 7 qui est dans le document des ajustements non périodiques de EVO. Les méthodes plus complexes qu'on n'a pas le temps d'aller en détail sont présentées ici. Il y a deux exemples qui sont disponibles dans les études de cas. Il y a la méthode d'extrapolation rétrospective. Ce que vous voyez à l'écran ici, en haut ici, qui est illisible, c'est tout petit, mais ce n'est pas important de le voir. Vous voyez, il y a une dispersion quand même importante des points qui fait qu'on aurait un R carré qui est invalide. On ne peut pas utiliser une régression pour une période de référence qui serait celle-ci. On voit ici un changement majeur qui a eu lieu. Puis, si c'était notre période de référence, bien, elle est inutilisable, ce qui fait qu'on peut aller chercher une période de référence qui va être pendant la période de suivi où on pourrait avoir une régression valide, comme on peut voir ici. Vous ne pouvez pas lire le R carré, c'est trop petit, là, mais on peut voir la dispersion est très faible autour de notre régression, notre modèle statistique qui est établi pour la période de suivi. Et cette fois-là, la mesure et vérification se fait de façon rétrospective. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça l'extrapolation rétrospective. Mais comme je vous ai dit auparavant, RedScreen vous offre cette utilité-là de pouvoir le faire, mais ça demeure à l'agent de mesure et vérification de s'assurer que la procédure qu'il suit pour faire l'extrapolation rétrospective est valide, que son plan de MNV est valide. Ça peut parfois emmener à faire des ajustements non routiniers, comme pour ce point-là ici qui est très haut, cette période-là, pourrait faire l'objet d'un ajustement non routinier. Donc, avant d'aller directement à l'extrapolation rétrospective, toujours vous assurer, de faire vos devoirs sur votre plan de mesurage et vérification. Le chaînage, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, le chaînage, c'est lorsque vous avez une période de référence où vous avez malheureusement un taux de production, par exemple, dans une usine, qui est trop faible par rapport à la période de suivi. Puis, lorsque vous faites votre régression, vous créez un QSUM. Quand vous allez créer votre régression, vous allez voir le mot échec apparaître ici. La raison du mot échec, d'ailleurs, il y a un petit triangle jaune ici. Si vous cliquez dessus, il va vous donner la raison. Dans ce cas-là, c'est parce que ma variable indépendante pendant la période de suivi est trop grande par rapport aux valeurs que j'avais pendant ma période de référence. Ça ne devrait pas être plus que 3 fois l'écart type. Il y a différentes règles, là, mais il y a des limites. Dans ce cas-là, ma période de référence n'est pas valide. Ma régression démontre un échec. Donc, on va aller faire une régression pour une période intérimaire qui nous permet d'aller chercher des données de production plus élevées qui vont faire que la régression est valide. Mais comme vous pouvez voir à l'écran, RedScreen va maintenant faire une correction pour la période de référence et faire une correction pour la période de suivi. Donc, la période intérimaire sert à faire des corrections tant en référence qu'en suivi. Donc, ça, c'est la technique de chaînage qui est également disponible dans RedScreen. Je vais juste vous montrer où ça se trouve dans RedScreen. Lorsqu'on fait une régression dans RedScreen, presque toujours, on utilise prévision. Donc, notre modèle est prévisionnel. Si on fait de l'extrapolation rétrospective, évidemment, notre modèle n'est plus prévisionnel, il est en rétrospective. Donc, vous allez choisir ici que c'est rétrospectif au lieu de faire prévision. Si vous faites du chaînage, vous allez évidemment cliquer sur chaînage et là, ça va dire à RedScreen de justement faire la correction pour la période de référence et la période de suivi. Donc, c'est à ces endroits-là que vous allez indiquer comment faire ces ajustements non routiniers-là. Donc, il y a 3 endroits à vous rappeler là, pour les ajustements non routiniers. Il y a 3 endroits dans RedScreen. Il y a ces boutons-là ici. Dans Options, il y a le menu Ajustement non routinier pour ajouter des coefficients ou la charge de base. Et finalement, vous pouvez fusionner les régressions. Donc, quand vous allez établir la référence, normalement, on fait notre analyse de régression standard. Mais si c'est ajouter un paramètre que vous n'aviez pas,
un paramètre indépendant, mais vous allez fusionner les régressions. Donc, ça vous fait le sommaire des différentes méthodes qui sont disponibles dans RedScreen pour faire des ajustements non routiniers. Puis en même temps, on a fait une revue probablement assez rapide de l'approche de l'option C dans RedScreen. Kevin, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que tu voudrais que je passe à la démonstration des fonctionnalités des données sous-quotidiennes? Merci, merci Michel. C'est excellent. Le survol est très bon. Il n'y a pas beaucoup de questions, mais moi, j'ai quelques peut-être commentaires questions. Dans tous les cas, j'aimerais peut-être rappeler aux gens que de l'importance du journal ou registre d'événements. Tu l'as utilisé dans chaque fois. Oui. Et c'est très, très, très utile. Et ça aide avant de faire cette collecte-là des événements qui se passent dans notre bâtiment. Mais c'est aussi, par après, on peut le voir dans justement le QSUM, surtout quand il y a des variations. Moi, je sais, je l'ai utilisé quand je l'utilise quand j'ouvre ma piscine, quand je la ferme, parce que je vois quand même un changement très évident de la consommation de gaz et d'électricité. Et la même chose quand les enfants sont venus à la maison, quand les écoles ont fermé avec la COVID, j'ai vu une consommation drastique de l'électricité. Et quand j'ai fait mon journal des événements, c'était vraiment quand les enfants étaient à la maison. Donc ça, c'est vraiment très important. Pour peut-être montrer aux gens comment et où se trouve le journal. Oui, je vais poursuivre sur cette veine-là. Je vais vous montrer, là j'ai ouvert un fichier prototype qui est un fichier qu'on utilise dans les formations de RedScreen pour vous montrer l'importance du journal des événements et comment parfois, lorsqu'on ne l'a pas, on doit enquêter pour aller monter le journal des événements. Donc, prenons comme hypothèse que vous allez obtenir, vous faites l'analyse d'un bâtiment, vous obtenez 3 ans de données d'énergie. Vous allez accumuler vos données d'énergie dans un fichier Excel, vous allez les importer ici. Si vous croyez que la climatisation est importante, le chauffage, vous allez évidemment créer les données jour, les degrés jour. Par la suite, première chose que vous devriez faire, mettons que vous n'avez pas le journal des événements. Vous n'avez pas le journal des événements, vous devriez l'avoir, mais vous ne l'avez pas. Vous allez faire une régression. Vous allez dire, je vais faire une régression sur l'électricité avec les degrés jour. Puis là, c'est la régression que j'appelle bout à bout. Elle fait l'ensemble de tout. Et là, je n'ai pas limité. Vous voyez, j'ai 4 ans de données. Ça couvre toutes mes données. Et je vais créer un QSUM. Un QSUM qui est également bout à bout, qui fait toute la... Puis là, vous regardez ce QSUM-là. D'ailleurs, avant de faire ça, excusez-moi, je vais aller... je vais retourner dans ma régression. Alors, je vais aller optimiser ma température de référence. Ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier de faire. Puis là, je vais baisser. Vous voyez, mon minimum était à 13, puis ma température de référence est de 12. Première indication en passant qu'il y a peut-être un problème dans le bâtiment, c'est lorsque vos températures d'équilibre sont soit très hautes en chauffage, très basses en refroidissement, posez la question, est-ce que vraiment il y a de la climatisation quand il fait 12 degrés à l'extérieur? J'ai des bâtiments qui parfois ont un point d'équilibre en climatisation de 12 et en chauffage de 18. Donc, si on y pense, entre 12 et 18, ce bâtiment-là a tant du chauffage que du refroidissement et ce n'est pas unique, c'est des cas. Donc, servez-vous de l'outil d'optimisation comme outil diagnostic de problèmes potentiels. Mais pour revenir à nos moutons, là, j'ai optimisé ma température. Je vais retourner voir mon QSUM qui est un peu... Là, on peut voir que le QSUM bout à bout. Ce que vous voulez voir dans ça, ce que vous voulez détecter dans ça, c'est des changements de pente majeurs. Ici, on voit qu'il y a une hausse, et à partir de ce moment-ci, il y a une baisse, et là, il y a un nivellement, là, il y a une autre baisse. Moi, je prendrais le téléphone, ou j'irais me rendre sur place, et je poserais la question. Puis, j'écrirais les dates, je dirais à l'opérateur ou du bâtiment ou gestionnaire du bâtiment, qu'est-ce qui est arrivé en février 2011. Par la suite, je demanderai qu'est-ce qui est arrivé en novembre 2011. Donc, vous avez ces dates-là et là, vous pouvez construire
si vous n'avez pas eu de journal des événements, vous pouvez construire un journal des événements. Des changements de pente qui sont pas du bruit, là, mais des changements de pente majeurs sont des indicateurs qu'il y a eu un événement non routinier. Et là, vous pouvez retourner dans votre donnée. Je vais effacer. Bien, il y en a déjà un journal des événements, mais si vous voulez en créer un, vous allez dans les options, puis là, l'option journal des événements est en gris pâle parce qu'il existe déjà. Sinon, il serait en noir. Vous cliquez sur ça et là, il va créer un journal des événements. Le journal des événements vous permet de rajouter des événements avec soit une date de début de fin identique qui dure une journée. Souvent, on va mettre une période. Ça peut être importé d'un fichier Excel. Et lorsque vous avez ces événements-là qui sont créés, votre journal des événements est complété, vous pouvez retourner dans votre QSUM. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez dans les options, suivi des événements, et là, vous affichez vos événements. Et par hasard, au moment où il y a eu un changement majeur de pente, bien là, on sait qu'il y a eu c'est en anglais, excusez, c'est un lighting retrofit. Il y a eu une mise à jour du système d'éclairage, donc ils sont probablement passés au DEL, ce qui me permettrait maintenant de faire une régression pour une période de référence qui se terminerait le 13 novembre 2011, 13 février 2011. La façon la plus simple que je fais, moi, je viens ici, souvent je la conserve, celle-là, je ne l'enlève pas. Je vais à la fin et je dis, je veux que ma régression se termine le 13 février, c'est ma période de référence, et je veux qu'elle dure 1 an. Oh, pas 6 ans, 1 an. Lorsque vous avez fait ça, là, vous devez retourner, réoptimiser votre température de référence parce qu'elle risque de changer. Dans ce cas-là, elle a changé d'1 degré. Et là, vous retournez voir votre graphique QSUM. Et comme par magie, le graphique QSUM bout à bout qui était difficile à je dirais, interpréter, sauf qu'il était utile pour établir les changements de pente. Maintenant, on peut voir que notre rétrofit d'éclairage emmène des économies. Donc, c'est une façon de valider. Évidemment, si vous faites une analyse très pointue de ça, vous allez pouvoir voir que l'éclairage, normalement, devrait avoir une pente relativement constante. Donc, il y a un autre petit quelque chose qui est utile dans RedScreen, c'est qu'on peut mettre des annotations sur le graphique. Donc, vous allez sur les annotations, puis vous pouvez dire, ben là, je veux montrer qu'ici, là, j'aurais dû avoir une baisse qui était pas mal constante pour mon éclairage. Là, je vais juste tasser ça, amener ça sur mon autre écran. Donc, normalement, l'éclairage, on devrait s'attendre à quelque chose comme ça. Là, ici, il s'est produit autre chose. Est-ce que j'ai besoin d'un ajustement non routinier? Je ne le sais pas. Mais vous devriez, comme je dit, aller poser la question, puis vous pouvez identifier que ça s'est produit comme le 13, je disais le 13 novembre, autour du 14 novembre 2011 ou 13 décembre 2011, et rajouter cet événement-là dans votre calendrier d'événements. C'est vraiment comme ça qu'on utilise RedScreen pour faire du diagnostic. Évidemment, pour faire le suivi également. Donc là, je pourrais créer mon graphique de mesure et vérification. Donc là, je vais agrandir ça. Donc, on peut voir mon graphique de mesure et vérification qui me donne des économies déjà cumulées. On voit ici le cumul des économies du 14 février 2011 au 13 avril 2013, c'est 177 656 kWh. Donc, avec des ajustements non routiniers, si ça avait été requis, tout ça aurait été intégré dans l'analyse. Donc, c'est vraiment la pratique courante. Il y a une chose que je voulais vous montrer. Kevin, je vais montrer comment aller traiter les données sous horaire. Donc, lorsqu'on veut traiter des données mensuelles, on l'a vu, on le fait assez facilement, mais RedScreen permet maintenant également d'aller aller chercher des données sous-quotidiennes. La plupart des compagnies d'électricité peuvent vous offrir des données soit à l'heure, parfois aux 15 minutes. Donc, dans RedScreen, vous pouvez aller importer ces données-là. Je vais vous montrer comment on les traite. Donc, je vais aller chercher dans... il y a un exemple. Là, je suis allé un peu vite, je m'excuse. Vous retournez à l'accueil, vous allez dire « Ouvrir », allez sur « Mes fichiers ». Non pas sur les études de cas, mais vraiment « Mes fichiers ».
Et là, il y a un exemple de données sous-journalières, donc des données aux 15 minutes, par exemple, qui viendraient d'Hydro-Québec ou de, peu importe, Électricité de France, des données aux 5, aux 15 minutes ou à l'heure. C'est plus long à ouvrir parce qu'évidemment, au lieu d'avoir seulement des données mensuelles, là, j'ai des données qui sont vraiment détaillées, donc le fichier est beaucoup plus long à charger. Mais ça va vous permettre par la suite de faire des graphiques qui vont vous permettre des analyses vraiment détaillées de la performance du bâtiment. Moi, je suis un agent de remise en service de bâtiment. C'est le type d'outil qui m'est très utile. Excuse-moi, Kevin, mon ordinateur tire la langue un peu pour l'ouvrir. Donc, cette fois-là, les données, ce qu'on va voir, sont vraiment très détaillées. Vous voyez, c'est des données de lecture de compteur. Ce n'est pas de la consommation, c'est de lecture au compteur. La consommation se retrouve ici et elle est aux 15 minutes. Il est possible de filtrer ces données-là aux 15 minutes. Si vous dites, je veux pas faire mes analyses aux 15 minutes, je veux les grouper par heure. Donc, vous pouvez demander à RedScreen, il va automatiquement regrouper les données par heure mensuelle. Je ne sais pas si j'aurais dû faire ça à cause du temps que ça pourrait prendre, là. Non, ça n'a pas été trop long. Donc, il va créer un sous-tableau par heure qui va vous permettre de faire par la suite des analyses par heure. Vous pourriez faire un regroupement, puis je le fais souvent, ça. Là, j'aurais dû le faire de même, je le fais souvent par jour. Parce qu'une fois que j'ai mon tableau par jour, je peux également faire des régressions journalières. Donc, si je veux faire une analyse de ma consommation sur une base journalière, je pourrais le faire. Cette fois-là, je pourrais fusionner les degrés jours, puis là, je vais prendre le chauffage, vraiment au hasard. Là, je vais avoir des degrés jours de chauffage journalier avec des consommations journalières. Je pourrais donc faire une régression pour mon bâtiment pour les jours de semaine ou les jours de fin de semaine pour voir est-ce que ma régression pour les jours de semaine est différente de celle des jours de fin de semaine. Et ça devrait être le cas. Il devrait être très différent. Si les régressions pour les jours de semaine et de fin de semaine ne sont pas vraiment très différentes, bien, vous avez un problème de performance si c'est un bâtiment de type commercial, édifice à bureau qui est peu ou pas occupé la fin de semaine. Donc, vous voyez maintenant dans mon tableau auxiliaire, qui est maintenant journalier, j'ai mes degrés jours de chauffage, j'ai ma consommation journalière, ce qui va me permettre de faire la même régression qu'on voyait tout à l'heure, mais qui était mensuelle. Cette fois-là, je peux la faire sur une base journalière. Il y a évidemment les données sous horaire. Il y a d'autres types de rapports qui sont disponibles dans RedScreen. Pour les voir, vous allez dans les graphiques et vous allez voir, il y a des séries chronologiques. Séries chronologiques, très, très utiles. Ce que vous avez, c'est vraiment le profil d'utilisation quotidien du bâtiment. Et vous pouvez aller d'une année à l'autre. Vous pouvez changer de semaine, changer de jour. Et là, beaucoup de diagnostics qui peuvent être faits à partir de cet outil-là, comme par exemple, quelles sont les pointes de puissance du bâtiment. Si vous êtes un agent de remise en service, ce que vous allez vraiment toujours regarder, c'est quelle est la consommation nocturne versus celle de jour. Le ratio entre la consommation de jour et celle de nuit devrait être d'à peu près 3 à 4 pour un bâtiment qui est performant. Si on regarde le bâtiment qu'on a à l'écran, en pleine journée, quand le bâtiment est occupé, notre pointe est à 164. La nuit, on est à peu près à 70. Donc, on n'a pas un ratio de 4, ce qui veut dire que la nuit, ce bâtiment-là continue à consommer de façon importante. C'est vraiment un indicateur important de potentiel d'efficacité énergétique. Donc, ces graphiques-là chronologiques vous permettent de diagnostiquer vraiment beaucoup de problèmes, comme par exemple ici le dimanche. Pourquoi est-ce qu'on a une pointe le dimanche? Et avec l'outil de RedScreen que vous avez ici, vous pouvez passer rapidement à travers les profils complets d'un an pour faire ce type de diagnostic-là. L'autre chose que vous avez probablement déjà vu et qui est disponible dans RedScreen, c'est faire des cartes de densité. Le terme anglais qu'on entend souvent, c'est des heat maps. Donc, les cartes de densité vous disent à quel moment est-ce que la puissance horaire, donc le kilowattheure, l'énergie horaire, est la plus importante pour le bâtiment. Donc, on peut avoir différents types de cartes de densité qui nous indiquent
normalement, on devrait voir que la nuit, les fins de semaine, dans le cas du graphique que vous voyez à l'écran, le bleu veut dire faible puissance. On devrait avoir du bleu pour la fin de semaine et les soirs. Si on voit qu'on a du orange, bien, on sait qu'on a un problème. Donc, c'est des outils diagnostiques qui sont offerts par RedScreen au niveau des données aux 15 minutes. Puis comme je dis, vous pouvez par la suite utiliser les données aux 15 minutes, les regrouper par heure ou par jour. Puis par jour, vous pouvez par la suite faire des régressions sur une base journalière. La dernière chose que je veux vous indiquer, que je vais vous montrer, c'est une autre fonctionnalité qui va devenir probablement très utilisée dans le futur avec RedScreen. Ça a rapport aux données sous-quotidiennes. Mais évidemment, des données sous-quotidiennes, ça peut être assez lourd. On peut les importer automatiquement dans RedScreen à partir de compteurs d'énergie qui sont connectés au cloud. Je vais ouvrir un fichier qui fait justement ça. C'est un fichier d'un de mes collègues, d'ailleurs, No Energy, vous voyez le logo dans le bas, qui a développé le matériel pour cette présentation-là. Donc, lui, il a installé sur sa résidence un compteur communicant qui est relié au cloud, puis il va aller chercher automatiquement les données de sa résidence. Alors, donc, je vais aller chercher ça. Je ne vais pas sauvegarder. Donc, dans ce cas-là, les données aux 15 minutes qu'on vient de voir, je n'ai pas à les rentrer. Ils vont automatiquement être lus par un service cloud. Donc, ici, d'ailleurs, il l'a détecté. Il dit, ah, il y a un compteur qui est automatiquement relié. Est-ce que vous voulez mettre à jour les données? Je vais dire oui. Est-ce que vous voulez également mettre à jour les données météo de la NASA? Je vais dire oui. Donc, dans ce cas-là, je vais automatiquement avoir les données en temps réel dans ce cas-là, c'est une résidence, mais d'un bâtiment, sans avoir à faire les entrées. Et les données météo vont être également mises à jour automatiquement. Donc, si je vais maintenant dans mes... je ne vais pas aller en analyse, je vais aller vous montrer dans les données. Dans les données, vous voyez ici, à vrai dire, il y a 2 résidences qui sont inclus. C'est des compteurs de type Hydro. Puis, dans RedScreen, quand vous créez ce compteur-là, ça se fait quand même relativement bien. Vous créez une consommation. Là, je vais aller sur édition des sous-données, vous montrer à quoi ça ressemble. Quand vous lui indiquez que vous créez un compteur, qui est avec l'icône compteur ici, vous pouvez lui dire que ce compteur-là, c'est une lecture réelle à aller chercher. Vous devez lui donner une clé d'utilisateur. Cette clé-là, c'est le fournisseur du service cloud qui va vous le fournir. Donc, vous devez aller chercher ça à partir de votre fournisseur. Donc, il va vous donner c'est quoi le dispositif, la clé d'utilisateur. Évidemment, on ne peut pas l'avoir pour pas que tout le monde se connecte dessus. Le fuseau horaire et par la suite, comment vous allez importer. Comment est-ce que vous allez importer ces données-là? Vous pouvez juste les ajouter ou vous pouvez tout remplacer la base de données. Souvent, je vais mettre juste ajouter. Et par la suite, c'est quoi les données qui sont importées. Donc, ça, vous faites ça seulement une fois. Une fois que c'est fait, automatiquement, RedScreen va se mettre à jour. Et là, vous voyez que j'ai des données horaires de consommation de ce bâtiment-là qui couvrent vraiment une période de temps assez élaborée. Et vous pouvez par la suite faire des sous-comptes qui sont journaliers. Si vous voulez pouvoir faire des régressions journalières, vous allez pouvoir le faire en créant des sous-comptes. Ces sous-comptes-là sont faits avec l'option filtre. Vous allez dans l'option filtre et vous allez lui dire de regrouper selon ce que vous voulez, par jour, par heure. C'est déjà par heure, donc ça va être par jour, par semaine ou par mois. Et par la suite, vous pouvez aller faire votre analyse de la même façon qu'on a vu tout à l'heure. Dans ce cas-là, il n'y a pas de régression qui a été faite, mais ça serait très possible de faire la régression. Donc, ça vous donne une idée. Il y a différents types de compteurs qui peuvent être reliés. Hydro en est un. Je pense certains compteurs de l'entreprise, c'est Siemens ou Schneider? Je pense que c'est Schneider. Siemens, ça s'en vient. On est en train d'en ajouter plusieurs autres. En fait. Plusieurs autres. Puis tout ce qui est de base de données de type SQL peut être relié à RedScreen pour aller chercher les données. Donc, il n'y a pas vraiment, là, je dirais, de limitation. Évidemment, il faut que les données soient disponibles. Il faut que vous ayez la clé d'accès pour pouvoir aller les chercher. Mais si c'est une base de données SQL,
ben, la requête peut être faite par RedScreen pour aller chercher ces données-là. Ce qui vous permet de construire votre option C sur une base automatisée en grande partie. Donc, ça fait le tour de la présentation de ce matin. Kevin, s'il n'y a pas de questions, est-ce que tu aurais des choses à ajouter? Non, c'est excellent, c'est très bien. Merci beaucoup. Pour ce qu'on vient de voir dans les dernières quelques minutes, on est dans la phase de planification pour avoir potentiellement un webinaire en ligne, un séminaire en ligne dédié sur ça pour éduquer le monde sur comment connecter leurs données et comment analyser des données sous-horaires, sous-journalières. Sous-journalières. Ouais. C'est ça, oui. Je disais sous-horaire parce que c'est souvent 15 minutes, là, mais tu as raison, c'est sous-journalière. Oui, parce que ça pourrait être aux 6 heures ou... ouais. Mais c'est ça, mais merci beaucoup. Puis, bon, voilà les courriels pour le monde qui voudrait vous contacter. Il y a également le courriel du support RedScreen qui est dans le logiciel, ou si vous écrivez à RedScreen, commercial rncan.gc.ca, vous allez me rejoindre. Donc, sur ce, merci beaucoup tout le monde. Merci à tous. Denis, on va te repasser la parole. Oui. Merci. Oui, ben, en fait, c'est merci à Michel et à Kevin pour la présentation. C'était d'une clarté limpide, je pense, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions. En fait, il n'y en a pas eu. Donc, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. C'était très instructif. Donc, peut-être un petit point pour dire aux gens qui sont toujours en ligne, vous devriez recevoir un lien par courriel dans les prochaines heures ou demain ou plus tard pour avoir accès à l'enregistrement de ce webinaire. Il va aussi être disponible, je pense, sur le YouTube de RedScreen et éventuellement sur celui de VO. Donc, voilà, et donc il y a une question ici, how do I download RedScreen? Donc tout simplement aller sur c'est Greg qui pose la question. Michel peut-être dire comment est-ce qu'on peut télécharger RedScreen en conclusion. Si vous faites un Google sur RedScreen Expert, vous allez aller sur la page de RedScreen et évidemment un lien pour le téléchargement. C'est vraiment très simple. Quand vous téléchargez RedScreen, vous pouvez vous en servir pratiquement sans limite. Vous ne pouvez pas sauvegarder. Si vous voulez pouvoir sauvegarder, vous pouvez vous procurer une licence qui vous donne, je pense, 10 postes de travail. C'est bien ça, Kevin? Oui, effectivement. Donc, il est très facile à les télécharger. Puis, comme je dis, une fois que vous avez la licence, vous allez pouvoir avoir 10 stations pour des utilisateurs. C'est ça. Je viens de mettre le lien dans le chat. Effectivement, redscreen.net, c'est ça. Voilà. Excellent. Donc, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Michel. J'apprécie beaucoup. Merci, Kevin. Et au plaisir de se revoir dans une autre présentation. Alors, merci à tous les participants de ce matin. Et merci. À bientôt. Merci. Bye bye tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.